Après avoir exploré les racines de 1979 et le laboratoire sicilien des débuts, nous entrons aujourd'hui dans une ère de véritable maturité, avec la loi du 26 janvier 2026, numéro 9. Héloïse, ce n'est pas une simple réforme, c'est véritablement l'acte de naissance d'une nouvelle conscience nationale. Tu as tout à fait raison, Noah. Pendant des décennies, l'Italie a considéré la mer uniquement comme une surface. Cette loi change radicalement cette perception. Elle introduit officiellement le concept de dimension sous-marine. Nous ne parlons plus seulement de poissons et de coraux, mais d'un véritable cinquième domaine stratégique, au même titre que l'espace ou le cyberespace. L'article 1er précise d'ailleurs que le contrôle de l'État s'étend désormais jusqu'aux profondeurs des abysses, partout où se trouvent des infrastructures d'intérêt national. Et pour gérer ce domaine immense, l'État ne pouvait plus s'appuyer sur des fragments de compétences dispersés entre plusieurs ministères. C'est pourquoi l'article 4 institue l'Agence pour la sécurité des activités sous-marines. Je pense qu'il est crucial d'analyser la portée de cet organisme, dira Héloïse. L'agence est le cerveau de toute cette opération. Elle a son siège à Rome, possède la personnalité juridique de droit public et jouit d'une autonomie très rare, réglementaire, administrative et financière. C'est la fin du chaos bureaucratique qui a caractérisé le secteur pendant trop longtemps. Passons aux détails techniques qui intéressent directement les professionnels du secteur. L'article 2 réécrit le vocabulaire. L'OTS, auparavant compris comme ouvrier du port, disparaît et l'opérateur sous-marin et hyperbare professionnel apparaît. Mais la vraie nouveauté, attendue depuis des décennies, est la définition du technicien hyperbare, le TH. Enfin, ceux qui manipulent les chambres de saturation ou les systèmes de support complexes ont leur propre dignité législative. Ce n'est plus du personnel générique, c'est un technicien spécialisé certifié par l'État. Cette reconnaissance est significative. C'est un pas de géant pour la professionnalisation. Et il y a un point fondamental sur la numérisation, le livret personnel informatique. L'article 2, lettre S, efface des décennies de paperasse humide et de tampons délavés. Tout le curriculum du plongeur, les heures de fond, les visites médicales, les titres de formation, finit dans une base de données nationale sécurisée. Cela garantit aux entreprises de pouvoir vérifier en une seconde l'aptitude d'un travailleur, augmentant la sécurité de manière exponentielle et rationalisant les processus. Mais Héloïse, la loi 9 regarde aussi très loin, vers les machines. L'article 6, lettre G, donne à l'agence le pouvoir de définir les règles pour les moyens sous-marins. Nous parlons de ROV, de drones autonomes et de submersibles civils. Aujourd'hui, la dimension sous-marine est un mélange de chair et de silicium. La loi le reconnaît et établit des normes de sécurité rigoureuses pour tout ce qui navigue sous le niveau de la mer. Un tel cadre était-il vraiment nécessaire à ce stade ? Absolument oui. Avec l'augmentation de la complexité technologique et la présence croissante de systèmes autonomes, il était indispensable d'établir un cadre réglementaire clair. Cela garantit la sécurité et la compatibilité opérationnelle. C'est une vision prévoyante qui anticipe les dangers potentiels et favorise un développement contrôlé du secteur. Un passage que je qualifierais de géopolitique est l'article 10. Il introduit l'obligation de préavis de 15 jours pour toute activité sous-marine dans nos eaux. Pourquoi une mesure aussi stricte ? Cela ressemble presque à une mesure de sécurité nationale et non seulement de gestion des activités. En fait, ça l'est. Sous nos mers passent les nerfs du monde, les câbles de données et les conduites énergétiques. Savoir qui s'immerge et où n'est pas une simple formalité, c'est une question de défense nationale. Ceux qui travaillent aujourd'hui en mer sont, à tout point de vue, des sentinelles de la sécurité du pays. Cet article reconnaît la vulnérabilité des infrastructures sous-marines et l'importance stratégique d'en contrôler l'accès. Et pour clore cette analyse, nous ne pouvons ignorer l'article 21, c'est le cœur de la formation. L'agence a pour mission de définir le parcours de formation pour l'inscription au registre. Mais ici, une question se pose spontanément. Si j'ai obtenu ma qualification en Sicile sous la loi de 2016, que deviens-je ? Dois-je tout refaire ? C'est un aspect crucial pour de nombreux professionnels. C'est précisément là que réside le coup de génie législatif, Noah. La loi 9/2026 n'est pas née pour détruire, mais pour porter au niveau national ce qui avait été bien fait localement. L'État a observé le modèle Sicile et l'a transformé en ADN de la nouvelle loi nationale. Les qualifications existantes ne sont pas perdues, mais intégrées et reconnues dans le nouveau cadre réglementaire, assurant la continuité
et valorisant l'expérience. Un pont parfait entre l'excellence de la formation et la sécurité de l'État. C'est d'ailleurs exactement le thème de notre 4e et dernière leçon. La fusion entre la loi sicilienne de 2013 et la loi nationale de 2026. Ce sera une analyse technique passionnante. Nous verrons comment le plongeur réglementé sicilien est devenu le prototype du plongeur national moderne, avec tous les avantages qui en découlent pour la sécurité et le professionnalisme. Préparez vos notes, la prochaine session fermera le cercle de notre masterclass. À la prochaine, si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami.